je parle avec certains de nos concitoyens qui en 2016 n'étaient pas pro-talon, mais qui, comme vous aujourd'hui, se préoccupent de l'après-talon. Et lorsque j'ai challengé quelques-uns parmi eux, je vous restitue ce qu'au moins un d'entre eux m'a dit. Il m'a dit, c'est vrai, moi je n'étais pas à talon. Mais quand on voit, si on est honnête, et qu'on voit l'ampleur des réalisations, on voit ce qui change fondamentalement dans notre pays, on doit être honnête avec le recul pour dire qu'on l'a mal jugé ou qu'on l'a jugé avec précipitation parce que les résultats parlent pour lui. Et à partir de là, la personne me dit, ben, ou bien le président, il continue. Et je dis, il ne continuera pas. Eh bien, s'il ne continue pas, il faut qu'il nous aide alors à trouver un successeur qui maintienne au moins ce rythme. Autrement, et c'est ça qui est important, nous aurions souffert 10 ans pour rien. Ça, c'est quelqu'un qui n'était pas talon en 2016 qui tient cette réflexion. C'est-à-dire que si la dynamique devrait fondamentalement s'inverser ou être remise en cause, nous aurions souffert 10 ans pour rien. Et je dis, le président, on ne peut plus douter de son amour pour le pays parce que s'il y a encore un président qui a pris autant de mesures, autant d'actes au profit de la structuration de l'État, quoi que cela lui ait coûté personnellement en termes d'injures, de calomnie, s'il y en a un, c'est encore lui. Pour tout ça, je dis à cette personne et pour rassurer toutes les autres, il est candidat à la préservation des acquis de sa gouvernance. Donc, il va nous aider tous, le moment venu, à ce que la succession se passe bien pour le Bénin et afin que les réalisations s'amplifient au-delà de sa personne. Et pour, on est à Parakou, pour couper définitivement court à toute polémique inutile que d'autres viendraient alimenter ici, il a dit, si je ne suis pas capable de partir et de voir faire mes successeurs, c'est que j'aurais échoué. Il disait ça en répondant à quelqu'un qui lui disait, président, il faut rester au pouvoir au-delà de 2026. Donc le débat de 2026, il est définitivement clos et nous travaillerons à ce que la dynamique se poursuive pour le bien de notre pays, pour le bien de chacun d'entre nous. Vous montrez la voie. Et je crois que c'est bien de filmer et de montrer partout pour que dans toutes les structures au niveau des mairies, c'est les mairies qui ont commencé ça. Ils ont commencé à faire les sit-ins, petits sit-ins, pour revendiquer leur évaluation. Et ils ont obtenu. Vous avez commencé la grève. Vous avez commencé par obtenir un peu pour les aspirants. Encore que ceux qui revendiquent, ce n'est pas encore ça. Je crois que tout à l'heure, lorsque l'autorité va descendre, nous allons, après votre message, présenter notre message officiel. La FCNCCB n'est pas contre l'organisation des élections professionnelles. Pour désigner les représentants des enseignants et du personnel administratif dans les différentes CAP et d'autres structures paritaires. Mais ce qui importe, c'est de régler d'abord en urgence les problèmes qui se posent à nous. C'est pourquoi la FCNCCB exige le report sine die des élections pour la satisfaction des revendications qui figurent sur la plateforme revendicative de la FCNCCB en date du 2 février 2024. N'allons pas finir de lire cette déclaration sans revenir sur la situation des AME. Nous prenons acte de la décision du Conseil extraordinaire des ministres du lundi 18 mars 2024 qui a apporté certaines améliorations à leurs conditions de vie. Néanmoins, leurs revendications principales restent et demeurent leur reversement sans condition en ACDPE. Naturellement, s'ils deviennent contractuels de l'État, ils bénéficieront de toutes les mesures annoncées par le gouvernement et des conditions dont bénéficient les autres agents de l'État. La FCNCCB exige le paiement des rappels des mois non perçus par les armées depuis le début et le paiement des rappels de la période de radiation aux 175 armées réintégrées. Nous,
les participants au sit-in de ce jour, mercredi 20 mars 2024, réaffirmons notre détermination à poursuivre la lutte et exigeons en urgence l'annulation pure et simple des demandes d'explication adressées aux enseignants et au personnel administratif de l'éducation pour faire de grève. La satisfaction des revendications figurant sur la plateforme revendicative de la FESEN avant toute poursuite des élections professionnelles, le report sine die des élections professionnelles sectorielles dans l'enseignement. La FESEN décline toute responsabilité quant au déconvenu qui découlerait de la volonté du pouvoir de poursuivre les élections, poursuivre l'organisation des élections sans la satisfaction des revendications. Satisfaction des revendications d'abord, élections professionnelles après. Cotonou, le 20 mars 2024, les manifestants. Nous avons pris acte de votre sit-in et nous allons en rendre compte à qui de droit. Merci bien. Aujourd'hui, j'aimerais dire qu'il n'y a que notre destin qui puisse juger de notre incapacité à réussir. Si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez réussir. Vous allez tomber 1000 fois, mais n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Travaillez dur, ça paiera un jour. Voyez-vous à la relève? Moi, je pense qu'il y a vraiment il y a vraiment des athlètes ici qui peuvent valablement me remplacer, mais vous devrez leur donner du temps. Vous devez être patient parce qu'on ne fait pas un champion en 2 jours, on ne fait pas un champion en 2 ans. C'est un long processus et je pense que demain je serai fier je serai fier de voir mes jeunes sœurs emboîter mes pas. Et la fédération est déjà en train de faire un énorme travail pour rendre ça facile et rendre ça possible, je voulais dire. En salle, c'est très très difficile. C'est très difficile de réaliser des performances en salle parce que la piste est faite 200 mètres. Et à part ça, il y a des virages. Donc on est tout le temps... On est tout le temps... Non, voilà, dans les virages, on est obligé de ralentir. En fait, on ne peut pas garder la même vitesse. Donc, c'est difficile de gérer l'effort en salle. Par rapport à une piste de 400 mètres où tu sais à quel moment accélérer. Parce que dans les virages, par exemple, on ne peut pas doubler. C'est impossible. Je suis patriote, j'aime mon pays. Et j'ai toujours tenu à défendre les couleurs de mon pays, quoi qu'il arrive. Et ne vous inquiétez pas, je suis une guéparde, je suis béninoise et je resterai toujours béninoise. Avant, ça me faisait mal qu'on me traite de vieille, mais aujourd'hui, ça ne me dit plus rien parce que je pense que ces gens-là n'ont pas compris. Ils ne connaissent pas ce que c'est que le sport parce que je pense que qu'on échoue ou qu'on réussisse, c'est la même motivation. Personne ne demande à échouer dans cette vie-là. Nous sommes tous des bosseurs ici dans cette salle, mais on n'a pas la même chance. Mais c'est l'âme, c'est que j'ai juste pensé en fait à mes années de souffrance. Et aujourd'hui, à Glasgow, quand j'ai traversé la ligne d'arrivée, je ne croyais même pas. Je me demandais, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je ne suis pas dans un rêve? Donc, tout ça, c'était vraiment trop pour moi. Moi, je pense que le gouvernement fait déjà de gros efforts pour pouvoir nous mettre dans de bonnes conditions et à être prêts dans les grands événements, même si ce n'est pas suffisant. Mais bon, on va prendre ça comme ça en attendant que ça s'améliore. Pour 42. Contre 4. Adopté. À une majorité écrasante, le Parlement gambien vient d'ouvrir la voie à une dépénalisation des mutilations génitales dans le pays. Depuis 2015, une loi les interdit en Gambie, des dispositions contraires aux droits et à la culture islamique selon les défenseurs de ce nouveau texte.
L'interdiction actuelle de l'excision est une violation directe du droit des citoyens à pratiquer leur culture et leur religion garantie par la Constitution de 1997. Monsieur le Président, compte tenu de la prédominance de la population musulmane, cette loi va à l'encontre de la volonté d'une majorité et doit être revue. Le projet de loi doit désormais passer en commission avant un nouvel examen au Parlement dans 3 mois. À l'extérieur, des manifestants des deux camps s'affrontent. D'un côté, les partisans de la dépénalisation et de l'autre, des militants anti-excision. Pour eux, ce retour en arrière serait la porte ouverte à d'autres lois encore plus répressives. C'est pour cela que nous sommes là, pour demander de ne pas abroger cette loi, car cela aurait des conséquences sur la santé des femmes et des jeunes femmes de ce pays. Je pense que si cette loi est adoptée, ils s'attaqueront aux lois sur le mariage des enfants, sur les violences domestiques. Il ne s'agit pas seulement des mutilations génitales féminines, mais surtout des femmes et du contrôle de leur corps. Selon l'UNICEF, 76% des femmes gambiennes entre 15 et 49 ans ont subi des mutilations génitales. La loi de 2015 a pourtant eu un impact limité sur la pratique de l'excision. Il a notamment fallu attendre 8 ans pour voir les premières infractions condamnées par des amendes. Ces scènes sont quasi quotidiennes sur le Rio Grande, des femmes et des hommes qui tentent de traverser la frontière entre le Mexique et l'État américain du Texas. Mais un nouvel obstacle pourrait se dresser sur leur route, une loi texane qui criminalise toute entrée illégale dans cet État frontalier à partir d'un pays étranger. Les contrevenants encourraient jusqu'à 6 mois de prison et même 20 ans en cas de récidive. Ils devraient mettre la main sur leur cœur et agir en faveur des migrants, car nous sommes des familles, tout comme eux ont des familles. Nous devons entrer aux États-Unis, d'autant que moi je suis en exil politique. Nous sommes venus travailler. Nous ne sommes pas venus prendre quoi que ce soit à qui que ce soit. Ce que nous voulons, c'est travailler ici pour envoyer de l'argent à nos enfants, à nos familles au Guatemala. Mais la loi fait l'objet d'une bataille politique et judiciaire. Censée entrer en vigueur le 5 mars dernier, elle a été bloquée par un tribunal fédéral, puis réhabilitée mardi par la Cour suprême des États-Unis à majorité conservatrice, avant d'être à nouveau suspendue par une cour d'appel fédérale. Un imbroglio américain qui suscite la colère de l'autre côté de la frontière, côté mexicain. Il s'agit d'une loi anti-migrant, xénophobe et discriminatoire qui stipule que tout migrant ou toute personne se déplaçant n'importe où au Texas peut être détenu par les autorités et mis en prison ou expulsé. Dans un communiqué, la Maison-Blanche a elle aussi déploré une loi néfaste et inconstitutionnelle qui causerait le chaos et la confusion à la frontière si elle était appliquée. Même ces ministres ont été pris de court. La visite n'était pas inscrite à l'agenda. Une surprise nommée Emmanuel Macron à Marseille ce matin, dans les quartiers nord de la ville, gangrénés par le trafic de drogue depuis des années. Visite inopinée au lendemain d'une opération policière d'ampleur. Le but, c'est de détruire les réseaux et les trafiquants. Et que les quelques-uns qui vous rendent la vie impossible s'en aillent. La Castellane, 6000 habitants, est la cité où a eu lieu hier l'opération dite Place Nette, le terme choisi par le gouvernement pour désigner sa stratégie de lutte antidrogue. Donc là, on va accroître, si je puis dire, tout le travail de fond qui est fait depuis ces dernières années de harcèlement sur tous les points de deal, plus le travail avec les bons résultats obtenus à l'international. Hier, les policiers ont procédé à un vaste coup de filet. Depuis le début de l'opération en 2021, sur 149 points de deal, 70 ont été fermés sans être reconstitués ailleurs. Le but, c'est d'être présent tout le temps, en fait. Alors, même si on est identifié, c'est pas grave. L'opération devrait encore durer 3 semaines au moins, malgré le volontarisme affiché dans les propos de la population, la lassitude. Moi, ça fait 25 ans que j'habite ici. Je vous avoue, j'ai un peu marre de tout ça. J'aimerais que ça s'arrête. Mais bon, après, je pense pas que ça va s'arrêter parce qu'il y aura des générations qui vont, on va dire, remplacer. Et il faut aussi sensibiliser les consommateurs. Parce que je pense que s'il n'y a pas de consommateurs, il y aura moins de drogue. Ça fait 50 ans qu'on vit dans un taudis. C'est un taudis. Oui, on est dans le quartier. Moi, j'ai mes parents là-bas.
La guerre de territoire pour le contrôle des points de deal a ensanglanté Marseille comme jamais en 2023, avec 49 personnes tuées, dont 4 victimes collatérales. C'est l'une des plus grandes églises de Kiev et c'est la 3e année consécutive que son sous-sol a été transformé en hôpital. De nombreuses personnes à l'Est perdent des membres et ont cruellement besoin de sang. Nous avons décidé de donner notre sang, tout comme Jésus a versé son sang pour nous et comme nos défenseurs ont versé leur sang. Nous voulions également le faire. Et justement à l'Est, près de Donetsk, voici les stigmates de bombardements russes. Le sol encore fumant. Les lance-missiles retrouvés sont les fameux S-300 capables de détecter des aéronefs ennemis à plus de 300 km à la ronde. C'était très bruyant. Toutes les fenêtres ont été soufflées. Il n'y en a plus une seule dans la maison. Ces dernières semaines, malgré des pertes importantes, les troupes russes avancent lentement dans plusieurs secteurs du front est de l'Ukraine. Et ce mardi, Moscou a revendiqué la prise du village d'Orlivka. Les Russes tentent constamment d'envoyer des groupes de sabotage et de reconnaissance, des attaques et des frappes terroristes constantes. L'armée russe tente de réduire en cendres nos villages frontaliers. L'Ukraine doit impérativement renforcer sa défense aérienne afin de rendre cette terreur impossible. En réponse, Kiev mène des attaques ciblées notamment sur la région de Belgorod. C'est une conséquence directe de l'agression illégale de la Russie contre l'Ukraine. Si Poutine ne lançait pas cette agression, des milliers de Russes ne seraient pas tués. En manque d'hommes et de munitions, l'armée ukrainienne est pourtant aux abois, en cause l'essoufflement de l'aide occidentale. Des centaines de drapeaux russes agités sur la place rouge pour marquer le triomphe de Vladimir Poutine, réélu pour un 5e mandat. Un spectacle patriotique censé aussi célébrer les 10 ans de l'annexion de la Crimée. Avec lui sur scène, les 3 autres candidats à la présidentielle sont là pour reconnaître sa victoire et le féliciter. Nous nous souvenons tous très bien de la manière dont le président russe Vladimir Poutine a activement fait tout ce qui était en son pouvoir pour que les aspirations du peuple de Crimée l'emportent. Vladimir Poutine a gagné l'élection avec plus de 87% des voix, le meilleur résultat depuis un quart de siècle dans le pays. Et cette victoire a été entièrement orchestrée par le pouvoir russe. Constitution modifiée, véritables opposants éliminés, voix dissidentes réprimées et scrutin verrouillé. Vladimir Poutine s'assure au minimum 6 années de plus au pouvoir en toute légalité. Je voudrais remercier tous ceux qui ont permis que la campagne électorale se déroule de manière civilisée, dans le plein respect de la législation russe. En pleine guerre en Ukraine, le président russe veut se présenter comme le garant de l'unité nationale. Vladimir Poutine apparaîtra comme le vainqueur du monde russe, de ce monde qu'il est en train de reconstituer, mais tout en présentant aux Russes, aux habitants de l'Ukraine occupée, où il a fait près de 100% selon les résultats officiels, cette idée que, il est le faiseur de paix face à un Occident offensif, face à une Ukraine nazie. Depuis sa victoire, Vladimir Poutine dresse le portrait d'une Russie toute puissante, qui ne se laissera pas impressionner par ses adversaires. « 166e jour de guerre, et vue d'Israël, Gaza City ressemble à une ville fantôme. Mardi, dans ses rues, l'armée israélienne poursuivait ses opérations autour de l'hôpital Al-Shifa, accusé de servir de base aux combattants du Hamas. Les soldats israéliens se sont filmés à l'intérieur du bâtiment. 2 chargeurs, une Kalachnikov, un lance-roquette. Au-delà de Gaza City, les frappes et les combats se poursuivent sur tout le territoire de la bande de Gaza. Dans cet hôpital, les blessés d'une frappe à Nuseirat. Là-bas, selon le Hamas, un tir sur une maison a fait des dizaines de victimes. Des frappes et des combats à Nuseirat, Der el-Bala, Al-Shifa, Gaza City, mais aussi Khan Younes et Rafah au sud, toujours sous la menace d'une invasion terrestre massive.
et où plus de la moitié de la population de la bande de Gaza est réfugiée. Les enfants crient lorsqu'ils entendent le tonnerre parce qu'ils croient qu'il s'agit de roquettes. Ils ont développé une obsession psychologique pour les roquettes. Chaque son est pour eux un son de roquette, même lorsque le rabat de la tente bat au vent. Ici, dans le camp de Jabalia, ces réfugiés attendent un bol de soupe. Mais cet homme explique qu'il n'y en a plus pour lui. Pour les Nations Unies, la moitié des Gazaouis vivent dans un état proche de la famine. Mais pour Anthony Blinken, en tournée dans la région, 100% de la population de Gaza se trouve dans une situation d'insécurité alimentaire grave. La traversée de la Seine en grande pompe se fera sans eux. Les athlètes russes et biélorusses sont privés de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024. Décision prise à l'unanimité par le comité olympique. La logique était très claire pour nous. Les athlètes neutres participeront à la compétition en tant qu'individus. Et, comme vous le savez, lors d'une cérémonie d'ouverture, le défilé des athlètes est constitué de délégations ou d'équipes. Et comme il n'y aura pas de délégation ni d'équipe, c'est la raison principale qui a motivé cette décision. Accepté à condition de défiler sous bannière neutre et de ne pas avoir soutenu l'invasion en Ukraine, les participants russes et biélorusses auront leur propre drapeau et leur propre hymne. Des mesures exceptionnelles qui ne sont pas du tout du goût de Vladimir Poutine, qui les dénonçait déjà en octobre dernier. Nous avons appris que les jeux eux-mêmes peuvent être utilisés comme un instrument de pression politique envers des personnes qui n'ont rien à voir avec la politique, comme un instrument de discrimination ethnique grossière et de fait raciste. Politiser les Jeux, c'est aussi ce que reproche le CIO aux Russes, alors que Moscou prépare une compétition parallèle, les Jeux de l'amitié, qui se dérouleront mi-septembre en Russie. Dans un communiqué, le Comité international olympique a appelé tous les sportifs et les gouvernements à rejeter toute participation et tout soutien. Jair Bolsonaro a-t-il falsifié son certificat de vaccination ? C'est en tout cas ce que pense la police fédérale brésilienne qui demande son inculpation. Selon son enquête, l'ancien président brésilien aurait inséré de fausses informations dans une base médicale publique, laissant croire qu'il était bel et bien vacciné. Une fraude dont auraient bénéficié aussi sa fille et 16 autres personnes de son entourage. Pour les enquêteurs, cette falsification pourrait être liée à la tentative de coup d'État de janvier 2023. L'ex-chef d'État avait besoin d'un certificat de vaccination pour entrer aux États-Unis. Il était là-bas lorsque ses partisans ont envahi les lieux de pouvoir brésiliens. Sur le réseau social X, son avocat qualifie les accusations d'absurdes et rappelle que son client s'est toujours opposé au vaccin. Lorsqu'il était président, il était totalement dispensé de présenter un certificat lors de ses voyages. Il s'agit d'une persécution et d'une tentative de peser sur son énorme capital politique qui n'a fait que croître. La balle est désormais dans le camp du procureur général. C'est lui qui devra décider s'il y a lieu d'engager ou non des poursuites contre Jair Bolsonaro devant la Cour suprême.